Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans mettre sans publicité. Accueille la 150e, messieurs, dames. Mais il faut quand même bien l'admettre, on perdure. Avec Piquet-Cou à la régie. Bonjour Piquet-Cou. Jean à l'instruction publique. Bonjour mon Jean. Salut à tous. Pour aujourd'hui, mon Jean, qu'est-ce que tu vas nous causer dans le poste, dans l'artiste dans la société? Ah ouais, t'as voulu me... Ah bon, tu vois. L'artiste dans la société, où est-il donc? L'artiste en dehors de ceci, il y est. L'artiste et l'engagement politique, en ce moment, c'est chaud. L'artiste et la religion, bon, ça permet un peu de temporiser. L'artiste et la science, poup poup. L'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on y dit à l'autorité? Bon, je vous le répéterai pas parce que ça devient lourd à la fin. Avec aujourd'hui mon Jean qui va vous causer d'adhésion et rejet. C'est le 3e volet de notre émission sur l'art contemporain, les tendances de l'art contemporain. Enfin, quand je dis contemporain, ça commence aux années 60, à la fin des années 60. D'accord. Donc, il sera question d'art critique, d'art conceptuel et des nouvelles figurations. Ouais, ça fait beaucoup de monde sur ce petit plateau. Ça fait beaucoup de monde sur ce petit plateau, oui. Ouais. Bon. Absolument. Merci, mon Jean. Bonjour, c'était Ils ont voté, interprété par Café Bertrand. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub à Raquel, 150e, avec tout de suite la mini-tube de Luminance de Momo la Science. Et oui, mon Jean. Eh ben, c'est toi qui vas commencer. C'est moi qui m'y colle. Exceptionnellement, attention. Bien sûr, j'ai bien compris, mon Jean. Donc, avec la démocratie directe, des mandats contrôlables et révocables à tout moment, alors là, oui, voter, c'est exister.
vous avez bien capté, avec, je répète, parce que c'est quand même quelque chose d'important, avec la démocratie directe, des mandats contrôlables et révocables à tout moment, voter, c'est exister. C'était plutôt la une du numéro hors série du Monde Libertaire qui est sorti, je crois, bien que je l'ai pas encore reçu. Quand on est abonné, on est vraiment gâté au Monde Libertaire. C'est pas de leur faute, c'est de la faute de la Poste. Voilà, pour expliquer justement, alors il y a des camarades qui ont été un peu choqués par cette une, parce qu'ils n'ont vu que la grosse accroche, encore 250, voter c'est exister. Mais juste avant, il y avait donc ce petit préambule, comme les préambules sont en général avant, mais pas à la fin, qui expliquait ce voter c'est exister, qui peut choquer évidemment des oreilles qui sont plus habituées de la part des anarchistes à entendre que le vote c'est un piège à con, etc., etc. Ça peut l'être évidemment dans la mesure où les gens qui vous demandent de voter pour eux, ils sont après pendant un certain nombre d'années incontrôlables et irrévocables. Voilà, c'est ça le gros, la chose contre les choses, en tout cas contre lesquelles on n'est pas, on s'insurge parce qu'on pense que c'est déléguer notre, en fin de compte, notre liberté, la mettre en tout cas dans les mains de politiciens, surtout de politiciens professionnels comme ceux qui existent maintenant, parce que c'est fini le temps des politiciens qui sortaient vraiment du néant, c'est-à-dire qui sortaient de la vie de tous les jours et puis qui se présentaient au suffrage de leurs concitoyens. Maintenant, c'est quasiment devenu un métier. D'abord, il faut faire l'ENA, c'est recommandé, et puis après, vous êtes directement dans les cabinets ministériels, etc., etc. Après, vous vous faites élire ou pas, peu importe. Et puis après, vous accédez donc à des responsabilités politiques, c'est-à-dire que vous avez dans les mains le destin de millions de gens. C'est ça que je trouve particulièrement insupportable personnellement, parce que de plus pouvoir ouvrir sa gueule une fois qu'on a voté, c'est un petit peu contraignant, je trouve. Enfin, on est des êtres humains, on n'est pas des espèces de choses d'androïdes ou de choses comme ça qui doivent fonctionner avec des boutons. Voilà, vous avez voté, maintenant vous allez vous manger toutes nos turpitudes. On en a eu pendant 5 ans. Là, on a su ce que ça on avait pu constater que ça pouvait aller très loin, et c'est peut-être pas encore fini, et que le suivant sur la liste, de mon point de vue, ne sera pas beaucoup mieux, même s'il a l'air comme ça un petit peu gentil, un petit peu pépère. Je pense que c'est des mecs qui, depuis pratiquement le berceau, sont conditionnés pour devenir ce qu'ils sont. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de spontanéité dans leur démarche. Et c'est ça qui fait toujours un peu peur. Donc je répète, pour conclure mon blabla, avec la démocratie directe, des mandats contrôlables et révocables à tout moment, il faut bien se rappeler ça, contrôlable et révocable à tout moment. Alors à ce moment-là, oui, voter, c'est exister. Oh là 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 là. Voilà, comment succéder à ça? Arrête, tu te sens gêné. Non, ce que je pourrais faire, c'est rappeler la belle métaphore de Malatesta. Oui. Un pauvre qui entre dans un isoloir. C'est un peu comme un crocodile qui pousserait la porte d'une maroquinerie. Elle est très bonne. Très très bonne. Elle fleurissait ces derniers temps sur la liste de RL, ou celle de l'AFA, je sais plus. Plutôt de l'AFA. Enfin, quand je dis Malatesta, je crois me rappeler que c'est Malatesta. J'avoue que je n'ai pas vérifié. Oui, ça sera pas. Non, c'est pas. Voilà, dans mon esprit, c'est ça. De toute façon, même que ce soit pas Malatesta, la citation est super. Bienvenue. Dimanche, il y avait quand même une certaine créativité, tu sais, qui s'exprimait sur les réseaux, puisque toute publication ou tout relais de sondage était absolument interdit. Et dès midi, j'ai trouvé des trucs comme ça assez drôles, qui d'ailleurs sont proches du résultat final, même si normalement ils n'avaient pas de fiabilité dans la mesure où où ce sont des sondages, ça correspond à des sondages sortis des urnes. Or, on sait que les gens disent pas forcément la vérité. Ils ne disent pas forcément pour qui ils viennent de voter. Surtout quand ils viennent de voter pour qui vous voyez, qui vous savez. Mais enfin, il se trouve quand même
que c'était pas trop loin de la vérité. Et puis c'est une espèce de créativité comme ça, assez proche de celle qui était utilisée par Radio Londres à la grande époque. Tu vois, je vais t'en donner 3 comme ça que j'ai lus vers midi, hein, tu vois. Donc c'était quand même tôt, il était tôt, hein, quand même. Le nain chose du 26. Je répète, le nain chose du 26. Merde, alors tu vois, c'est énigmatique. Ben oui, sauf que c'était à peu près ça, hein, c'est à peu près ce qu'il a fait. Ouais. Le flan cuit à 29. Je répète, le flan cuit à 29. Oui. Et on n'est pas loin non plus. Hein. Non, c'est 28 et quelques. 28,63, un truc comme ça, le résultat final. Puis, à mon avis, celle que tu vas préférer entre toutes. Hein, la queeneuse, non, je déconne, je plaisante. La chanteuse est mariée avec Poulidor. Je répète, la chanteuse est mariée avec Poulidor. Tu vois à quoi, hein? Pas du tout. Toi, tu vois pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire Sarkozy est second. La chanteuse est mariée avec Poulidor. Ah, c'est, tu vois, non, moi j'aime bien quand Poulidor. Ça, voilà. Toujours deuxième. Et puis bon, tu sais, il a gagné quelquefois. Mais enfin, il était deuxième, il était effectivement deuxième. Bon, on va un peu parler des Mormons, parce que tu sais, je vais parler un peu des Mormons, parce que tu sais qu'il y a un Mormon qui est susceptible, tout à fait, hein, ils sont à peu près à égalité dans les sondages, d'accéder à la présidence des États-Unis, qui doit quand même rester encore pour quelques semaines la première puissance mondiale, non, je sais plus, peut-être qu'ils sont... la première puissance militaire mondiale. La première puissance militaire mondiale, voilà. Alors quelques précisions pour commencer sur les Mormons, si tu veux bien. Hein. Ah oui, mon hein, je sens que. Ah oui. Hein, t'as besoin de réactiver certaines choses. C'est chier. Alors ils disent être les saints des derniers jours, hein, les chrétiens de l'âge apostolique, hein, étant les saints des premiers jours. Voilà. Je sais que bon, Joseph Smith. Non, je vais pas. Bon, Joseph Smith, né le 23 décembre 1805 aux États-Unis, hein, est à l'origine de ce mouvement. Il n'a pas 15 ans, tu vois, que s'étant retiré dans une forêt pour prier, il voit une colonne de lumière, c'est toujours comme ça que ça se passe. Bouddha, c'est rigolo, hein. Et 2 personnages bien distincts, Dieu et Jésus-Christ, hein, qui se présentent comme tels en tout cas. Bonjour, moi c'est Dieu. Le premier, donc Dieu, lui déclarant au sujet du second, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Ajoutant, Dieu, hein, ajoutant à l'intention de Joseph Smith, hein, que toutes les églises de l'époque sont dans l'erreur, sans exception. Hein. C'est 7 années plus tard, après d'intenses recherches, hein, qu'il découvre sur la colline de Cumorah une boîte contenant des plaques recouvertes de caractères en égyptien réformé. Il sait pas que c'est de l'égyptien réformé, il le saura plus tard, qui seront ensuite traduites en anglais. Hein. Publiées en 1830, cette traduction constitue le livre des Mormons, le fameux, si j'ose dire, livre des Mormons. Hein. Joseph Smith avait épousé sa première femme en 1827, hein, ce mariage étant suivi de 22 autres. Ah, oui. Un homme qui savait vivre. Hein. Quelle santé. Le premier temple mormon sera inauguré dans l'Ohio, hein, ou l'Ohio, comme dirait Isabelle Adjani, en 1836, hein, après quelques persécutions. Ah ils étaient pourchassés. Ah, oui. Joseph Smith, par exemple, sera abattu à coups de fusil par la population hein, en 1844 à l'âge de 39 ans. Oh merde. Peut-être pas, non. Après sa mort, des dissensions et des troubles éclateront dans le mouvement. Hein. Évidemment, le combat des chefs, il a lieu à peu près partout. Hein. Tu viens d'ailleurs d'y faire quelques références. Et Brigham Young rassemblera le gros des disciples hein, pour les conduire à Salt Lake City en 1847. Hein. Depuis, cette ville est le centre mondial hein, de l'Église des Mormons. Voilà. En 1890, la polygamie est abolie par leur président Wilford Woodruff. Leur doctrine, en fait, est basée sur le livre des Mormons, hein, mais qui, selon eux, complète la Bible, hein, étant un autre témoignage du Christ, hein, la plénitude, on va dire, de l'Évangile. Pour les Mormons, Dieu a la forme d'un homme, avec un corps de chair et d'os, hein, aimant et doux, son fils lui ressemblant, tout en étant une personne distincte, hein, il faut le préciser. Les Mormons croient à la préexistence de l'homme, hein, à sa progression éternelle, jusqu'au stade qui est pour eux le plus élevé, hein, celui de l'exaltation.
Leurs premiers principes et ordonnances sont la foi, la repentance, le baptême pour la rémission des péchés, et l'imposition des mains d'un prêtre mormon pour le don du Saint-Esprit. Et la Nouvelle Jérusalem, bien sûr, n'est autre que Salt Lake City. Voilà. Alors, c'est bien joli tout ça. Ai-je besoin de préciser que cette église, comme toutes les autres d'ailleurs, est une vaste fumisterie. Ouais, c'est bien de le préciser quand même. Il y a 3 ou 4 semaines, je sais pas si tu te rappelles, je vous ai parlé des hedge funds, ces fonds spéculatifs pourris qui s'en prennent à l'économie de pays entiers. Eh bien, je vais vous étonner, pratiquement tous les investisseurs privés sont en passe d'accepter l'échange de titres qui devrait permettre à la Grèce de réduire spectaculairement sa dette publique. Si, on a du mal à y croire, mais c'est vraiment le cas. Quelques financiers foireux font toutefois de la résistance. 6 à 8 milliards d'euros de cette dette grecque, sur plus de 200 milliards, je précise, sont ainsi pris en otage. Qui sont les mauvais joueurs Je vous le donne, Émile. Et c'est là que vous allez comprendre où je veux en venir. Outre la banque néerlandaise ABN AMRO, l'un d'entre eux est le fonds vautour, on peut vraiment l'appeler comme ça, américain, Elliott Management. Eh bien, ce fonds est dirigé par Paul Singer, un financier de 67 ans qui figure parmi les principaux soutiens du candidat républicain à la présidentielle Mitt Romney. Ce dernier, d'ailleurs, a placé $1 million dans le fonds Elliott Management, selon sa propre déclaration de fortune. Voilà, ce hedge fund est spécialisé dans l'acquisition à prix bradé de mauvaises dettes, qu'il essaye ensuite de se faire rembourser à 100%. Tu écoutes bien, 100%. Il a donc délibérément acheté certaines catégories d'obligations grecques en quantité suffisante pour pouvoir s'opposer à l'échange. Et compte exiger un remboursement total ou au moins meilleur que les 25 à 30% offerts aux autres investisseurs. Elliott Management a déjà remporté ce type de guérilla juridique contre le Pérou, je crois que tu en avais parlé une fois, ou le Congo. Mais cette fois, la Grèce et l'Union européenne sont décidées à résister. On vous tiendra au courant. En tout cas, voilà. Le peut-être prochain président des États-Unis spécule contre la Grèce, tout simplement. Voilà, là, c'est vraiment officiel. C'est tout pour aujourd'hui. Mon Robert, à la semaine prochaine. Bon, merci mon Jean. Ça me remonte pas franchement le moral. Sur Radio Libertaire, qui va tout de suite, pour faire passer la pilule, si toutefois c'est possible, vous envoyez dans les trompes de Stache une petite musique. Les Mormons et les Papous, chansons polygames et repopulatrices. On ne voit que des filles sans mari, que des belles au cœur incompris, que des veuves à l'œil attendri, un tas de belles mômes qui se dessèchent, des beautés qui deviennent blêches. Tout ça c'est de la faute à nos lois, à des parlementaires en bois, qui ont le cœur et les pieds froids. L'homme peut aimer 10 femmes par jour, et des pauvres femmes meurent d'amour. Vive les Mormons, vive les Papous, qui prennent la vie par le bon bout. Tous ces gars-là sont polygames, bigames, trigames et ectogames. Ils ont des femmes plein leur salon, plus que de fauteuils ou de guéridons. Ils comprennent la vie bien mieux que nous. Vive les Mormons, vive les Papous. Le sang nous pète sous la peau, remonte, nous étouffe le cerveau, nous comprime les pectoraux. Bref, on jugule et on torture toutes ces forces de la nature. Si l'on ne veut pas nous éduquer ou nous chaper le sixtiné, qu'on nous laisse prolifiquer, ne soyons pas trop exigeants, qu'on nous donne 300 femmes par an. Vive les Mormons, vive les Papous. Ça c'est des durs, c'est pas des mous. Chaque jour, ils en ont une nouvelle, alors ils font des étincelles. Ils ne mangent pas comme nous, messieurs, à chaque repas du pot au feu. Je comprends qu'ils en mettent un coup. Vive les Mormons, vive les Papous.
L'animal est moins bête que nous. Regardez les chiens, les minous, les éléphants, les sapajous, des compagnes, ils en ont des bandes. Ils ne suffisent pas à la demande. Combien de poules pour un coquin, et de pingouines pour un pingouin, et de lapines pour un lapin. Nous seuls n'avons pour fleurtouiller qu'une seule poupoule au poulailler. Vive les Mormons, vive les papous, qui ne marchent jamais sur les genoux. Pas étonnant s'ils s'en reproduisent, qu'on nous donne autant de marchandises. Et nous allons faire des enfants tout plein les 20 arrondissements. N'est-ce pas, messieurs, je ne suis pas fou. Vive les Mormons, vive les papous. C'était Georgius qui interprétait Les Mormons et les Papous, une chanson de 1934. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40 pour appeler pendant les pauses musicales. Merci beaucoup, Piquet-Cou, sur Radio Libertaire. Vous y êtes toujours, la radio sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste à Raquel, la 150e, avec Piquet-Cou à la régie, qui fait la programmation musicale de cette émission. Ah, c'est extraordinaire, là, ce qu'elle a trouvé. Je sais pas où elle est allée chercher ça, mais... Chez les papous. Chez les papous ou chez les mormons. Moi, je préfère que ce soit chez les papous. Y a-t-il des papous mormons, ça? Bon, Jean, non. Arrête, parce que je commence à avoir la tête qui enfle. Bon, Jean, tu veux que je te donne la blague préférée de ma compagne? Oui, de Francine. Comment on appelle le fait d'avoir plusieurs femmes? Tu te rappelles? Il y a un terme pour ça. Bah oui, c'est oui, voilà. Je te le fais pas dire. La polygamie. Voilà. Et le fait d'en avoir deux. La bigamie. Ouais. Et le fait d'en avoir qu'une. La monogamie. Non, la monotonie. Non. C'est dégueulasse. C'est la blague préférée de Francine. De Francine. Ouais. Ah bah Francine. Elle aime cette légèreté. T'as vu comment il balance, hein, Francine? C'est gaffe. Il raconte pas tout parce qu'il balance tout. Mais ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens, c'est d'accord. Sur donc Radio Libertaire, vous voyez, en plus on fait des cours carrément conseiller conjugal, c'est Radio Libertaire, c'est Arracaille, notre conseiller conjugal préféré, notre Jean, qui voilà, il a deux casquettes maintenant, conseiller conjugal et donc Hussard Noir de la République, pour vous parler de l'art contemporain par une copine, que vous devez commencer à connaître, Nathalie Heinisch. Ce serait bien qu'elle vienne en chair et en os, d'ailleurs. Bien, Nathalie, s'il vous plaît. Elle est passionnante, cette Nathalie Heinisch. Tout à fait. Oui. Face à l'art contemporain, c'est un petit livre à nouveau, tu sais, dans la petite série, là, des livres à peine 3 €. Hein. Ouais. La sociologue qui était proche de Pierre Bourdieu, hein. Ouais. Je le précise, mais je l'ai déjà dit, familière de l'émission, puisqu'on a déjà lu plusieurs fois des textes de Nathalie Heinisch, nous explique qu'il faut s'insérer un minimum dans le monde des artistes contemporains pour que les objets qu'ils proposent commencent à exister. Nous sommes dans un nouveau paradigme. Ces objets ne sont pas l'objet du regard, ils sont seulement le passeur entre les humains. Le mode d'emploi que j'applique habituellement dans mes visites d'expo, je ne m'arrête qu'à ce qui m'arrête, ne peut plus fonctionner ici, me laissant l'impression amère que je n'ai rien vu, rien compris, rien saisi, parce que ce qui est à voir n'est pas l'objet, mais ce qui a présidé à sa présence en ce lieu. Or cela, qui fait l'objet de ce qui est à voir à travers l'objet, n'est accessible que par des histoires, des narrations, des démonstrations qui en sont le mode d'emploi. Toutes ces histoires qui circulent dans le milieu de l'art contemporain, ces anecdotes, ces récits qui font la trame des articles dans les revues spécialisées, qui font l'intrigue des blagues que racontent à table les artistes, tous ces récits qui font la mythologie de l'art contemporain, comblant ces trous dans le réel dont parle si bien Pierre Lamazon. Mais quand on visite une exposition sans avoir les récits, on ne voit que les objets.
c'est-à-dire les trous, n'est-ce pas? Et dans un trou, il n'y a rien, ni personne. Rien à regarder, personne pour voir, personne pour regarder, rien à voir. Ce n'est plus l'art qui fait le lien, mais le lien qui fait l'art, comme il est écrit dans le texte de Pierre. En ce sens, l'expo est à l'épicentre de la question. Ce qui fait l'art contemporain, c'est l'insertion dans le réseau de l'art contemporain. Littéralement, être de ce monde est la condition pour qu'existent les objets, les choses, les images, qui en forment les bornes, les repères, les balises, mais pas les buts, pas les objets au sens de but et fin de l'activité. Les objets, les œuvres, n'y sont que les instruments de la circulation des personnes. Pas question de s'y arrêter, pas question d'attendre qu'ils nous arrêtent, puisqu'ils sont là pour nous faire circuler d'un nom propre à l'autre, d'une histoire à une autre. À condition, bien sûr, d'être dans ce monde, d'y avoir au moins un pied, ou un introducteur, un intercesseur, un qui lance la bille en rit, pour nous faire comprendre que les objets sont là pour bouger, et les gens pour en rigoler. C'est là le paradoxe. Cet art contemporain, qui a tant élargi les frontières de l'art, n'est accessible qu'à ceux qui ont réussi à entrer dans ce monde, aux frontières bien délimitées, dans lequel on ne pénètre plus par la contemplation des objets, comme le croient encore naïvement ceux qui visitent ces expositions, mais par les récits qui les trament, c'est-à-dire par les personnes qui les racontent. Plus la circulation est fluide et ouverte, dans ce réseau rhizomatique sans entrée ni sortie, plus le réseau lui-même est protégé par la barrière impitoyable de l'interconnaissance, de l'intronisation. Nous revoilà un siècle après chez les Guermantes. Une fois admis dans un salon, on a accès à l'ensemble du réseau, et avec lui, à la somme des minuscules anecdotes qui donnent sens à ce qui s'y dit, ou réduisent ce qui s'y dit à son très peu de consistance, comme s'en aperçoit le narrateur à la fin de la première soirée, attendant que celle-ci commence vraiment alors qu'elle est en train de se terminer. Mais tant qu'on n'y a pas été introduit, on ne peut que rester à l'extérieur, désespérément, ou simplement ailleurs, légèrement, inconscient qu'il y a là un dedans et qu'on est au dehors. Un superbe texte. Remarquable, hein. Merci Piquet-Cou, tu l'as très bien lu. Hein. Ouais. Et là, on comprend enfin qu'on n'est pas complètement idiot, qu'il y a évidemment un sésame pour comprendre ce monde de l'art contemporain qui autrement... Voilà, exactement. Elle parle de passeurs, et c'est vrai que c'est ça. Hein. Ça peut être une porte, mais évidemment, il vaut mieux que ce soit un être humain qui vous l'ouvre, hein, bien sûr. Ce petit livre, en fait, c'est un texte très court. C'est une lettre ouverte à un commissaire. Enfin, ouverte, qu'elle a rendue ouverte parce qu'elle l'a publiée, mais à un commissaire d'art contemporain. Dont j'ai oublié le nom, mais ça n'a pas beaucoup d'importance en l'occurrence. Hein. J'aime bien le mot commissaire à coller à l'art contemporain. Ouais. Je savais que ça te plairait. Oui, bon, Jean. Voilà, Face à l'art contemporain est publié par les éditions de l'Échoppe. Hein. C'est des petits bouquins très très bien foutus qu'il faut découper soi-même à l'ancienne, tu sais, avec un coupe-papier. Donc, moins vous faites ça bien, plus c'est joli ensuite, parce que ça fait de belles barbes. Hein. Oui, tout à fait. Tu aimes les barbes? Oh, j'adore, surtout celles des autres. Voilà, vous pouvez le commander, j'ai dit, hein, il coûte à peine plus de 3 €. Vous pouvez le commander auprès de la librairie Publico, hein, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Téléphone 01... Métro Robert. Robert Canfi du Caviar. Oh, République. Tu vois, je suis absent une semaine et ça y est, je perds tous mes repères. C'est terrible. Moi aussi, ça allait. Moi, je me sentais bien. Hein. Oui, mais parce que toi, t'étais là, seul au poste. Hein, oui, non, je me sentais pas bien la semaine prochaine. Mais là, je me sentais bien. Tu te sentais pas bien la semaine prochaine? Non, oui, enfin, bon, ça va, Jean. Hein. Pendant... Ouais, bon. Ah oui, ça t'a quand même beaucoup perturbé. Oui. Bon, on va s'arranger avec Piquet-Cou pour que il y en a au moins un de nous deux qui soit là quand même. Hein, 01 48 05 34 08, ça c'est le téléphone de Publico, hein, et le site internet après les W, librairie-publico.com. Oui, alors en relation évidemment avec le texte que tu nous proposes là, que je trouve très très clair, là, vraiment pour ceux qui ont encore des doutes sur le fonctionnement de l'art contemporain, là je pense qu'après ça ils n'en auront plus. Parce que je me souviens, je suis toujours un petit peu à la ramasse pour ces trucs-là. À Avignon, il y avait une exposition d'art contemporain. Je me souviens plus dans le lieu, enfin un lieu prestigieux d'Avignon, un hôtel du 17e qui est devenu l'école des Beaux-Arts après, ou c'était déjà l'école des Beaux-Arts, je sais plus.
Et alors il y avait, moi évidemment, ne connaissant pas justement cette manière de comprendre une exposition d'art contemporain, j'ai commencé à voyager dans l'expo par la fin de l'expo. Et je me suis fait, mais alors remonter les bretelles par une nana qui était là, qui était justement chargée d'accompagner les visiteurs, mais dans le bon sens. Je dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Si je visite. Ah, dit là, non, c'est pas du tout comme ça. Donc, elle m'a remis au point de départ. Ah oui, t'avais pas le droit d'aller. Ah non, on n'avait pas le droit. Et c'était pas une anecdote, parce que j'ai eu la même aventure C'était une passeuse, mais disons une passeuse du 3e type. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu la même aventure. Là, c'était un passeur au Macval. Il y avait une grande exposition d'art contemporain. Il y avait Monori, tout ça. Enfin, toutes les grandes brels de l'art contemporain. Et non, j'exagère peut-être un peu. Enfin, parce que comme je me suis fait remonter les bretelles à cause d'eux, voilà, j'ai quand même, ça m'est resté un peu en travers. Pareil. Et là, le mec était aussi d'une violence. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Je fais Ah, dit non, c'est pas le bon parcours. Il faut commencer par là et on termine par ici. Là, vous commencez par ici alors que vous deviez commencer par là. Donc, il faut aller par là pour revenir par ici. Voilà. Et voilà. Sinon, à quoi ça sert qu'on mette des flèches partout? Il y avait des flèches. Avec des cordons de sécurité. Mais il y avait ça, effectivement. Il y avait des flèches par terre et tout ça. Et je disais, mais il y avait des sculptures qui me plaisaient vachement, tu vois. Des trucs en bois assez bruts et tout. Et moi, j'étais content. J'étais là devant mon... le mec, il m'a fait dégager. Il a fallu que je meure. Je me suis dit, c'est comme partout. C'est-à-dire que le parcours se finit dans la boutique. Oui, voilà. Mais vraiment... c'est terrible. Et c'est leur truc. Tu vois, t'as aucune liberté de te bouger comme tu veux, quoi. Et ça, je trouve insupportable. Mais en même temps, on peut le comprendre quand on avec ton papier. Ouais. Et alors Nathalie Heinisch, faut le préciser, elle est victime d'un véritable ostracisme de la part des professionnels de la profession. Elle est totalement, elle est absolument pas relayée, quoi. Elle est totalement ignorée, alors que c'est une nana c'est elle qui écrit les trucs les plus intelligents à mon sens, sur l'art contemporain. Tout à fait. Sans aucun parti pris. Absolument. Un peu d'émotivité. Elle a le droit, comme tout le monde, d'être plus ou moins sensible à ce qu'on lui montre, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Ils sont complètement glands parce qu'avec des textes comme ça, justement, elle va permettre à tous les gens qui auront la chance de pouvoir la lire, d'enfin pouvoir rentrer dans une expo d'art contemporain et savoir ce qu'ils y foutent, quoi, tu vois. Absolument. Bah, merci, mon Jean. Vous pouvez le remercier, les mecs, et les meufs. On s'était donné rendez-vous vers 12h15, 12h20 dans la grande salle tout au bout du musée d'art contemporain. T'as pas pu venir ou t'as pas voulu. Toujours est-il que bon, histoire de tuer le temps perdu, j'ai profité de l'occasion pour rehausser d'un cran le niveau de ma culture en regardant fixement les tableaux sur les murs. Au bout d'une heure environ de carrés blancs sur fond blanc, j'ai soudain eu l'impression que finalement je me suis fait entuber par Picasso, Kandinsky et les autres. Ils doivent bien rigoler par ma faute. On m'a dit les grands virtuoses peindraient même les yeux fermés. Si ça ressemble à quelque chose, eh ben c'est que c'est raté. On m'a dit mais t'as rien compris, oh, c'est une question de sensation. Moi tout ce que j'ai ressenti, c'est la perte de mon pognon. J'ai caché sur une feuille et l'accroché au mur pour avoir l'impression de faire avancer la culture. Qui a dit au départ, il est bien celui-là, ce qu'il fait c'est de l'art et pas moi. Je me suis fait entuber par Warhol, Miro et toute la bande. C'est pas une caméra cachée, c'est du vrai art qu'on veut me vendre.
Et pour le prochain rendez-vous, si tu veux bien, je suggère, dans la grande salle tout au bout de l'UGC de Beaucaire, je réalise que le réalisme m'impressionne plus que l'impressionnisme, et que le cubisme carrément pas mon dada, que le pointillisme n'est pas au point et le futurisme pas pour demain. Et si tu veux bien, je vais en rester là. J'ai filé tout mon blé à Braque, Vasarely et tous les autres, ils doivent bien rigoler. J'ai filé tout mon blé à Braque, Vasarely et tous les autres, ils doivent bien rigoler. Un jour ils vous piqueront le vôtre. C'était l'art contemporain interprété par Vincent Delbuzet. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pays, Baraka, la 150e, Piquécou, Jean et Moué. Mais je voudrais ajouter, encore une fois, que grâce au texte de Jean et de la mère Heinrich, eh ben, vous n'aurez plus à vous préoccuper de savoir si vous comprenez ou si vous ne comprenez pas. Vous serez enfin libre de circuler dans l'exposition d'art contemporain en n'étant pas complètement hagard. Voilà. Et donc cette chanson n'aura plus du tout lieu d'être. Elle était bien, hein, cette chanson quand même. Oui, sauf que Braque, Picasso et tout ça, c'est un petit peu dépassé. Oui. Vous remplacez par Beuys, par etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais enfin, c'était bien quand même. Vincent Delbuzet. Hein. Si ça ressemble à quelque chose, c'est que c'est raté. C'est mignon quand même. Ouais. Ça me rappelait Godard, tu sais. Si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. On va parler d'art conceptuel, hein, mais c'est Piquécou qui s'y colle. Donc l'art conceptuel depuis la fin des années 60. L'art conceptuel doit avant tout être compris comme une interrogation radicale sur le sens et la finalité du geste artistique. En 1967 naissent officiellement les premières manifestations de ce mouvement, dont la production est formée de textes, phrases, chiffres, dates, de photographies et d'objets. Au chapitre des sources, on cite fréquemment 2 œuvres iconoclastes du début du siècle, dont nous vous avons déjà raconté l'histoire dans cette émission. Fontaine, de Duchamp, Simple urinoir présenté comme une sculpture, et Carré blanc sur fond blanc de Malevich, stade minimal d'une peinture qui exclut la nature. De factures plus récentes, Card File de Robert Morris et Red Square White Letters de Sol Lewitt précipitent l'abandon de toute quête esthétique au profit d'une réflexion qui se propose comme analyse de l'art par lui-même. Dans nombre de cas, l'œuvre n'a plus de véritable existence. Certains artistes, tels Joseph Kosuth, On Kowara ou Laurence Weiner, conduisent une réflexion sur le message linguistique que peut véhiculer une pratique artistique. Seule compte alors l'activité de l'artiste. Celle-ci peut donner lieu à un texte ou à des propositions analytiques, ensuite documentées par le biais de la photographie ou de la vidéo. Ce primat de l'idée sur l'œuvre est exemplairement résumé par Weiner. 1. L'artiste peut réaliser l'œuvre. 2. L'œuvre peut être fabriquée. 3. Le travail peut ne pas être réalisé. Il indique ainsi combien ce type de pratique permet une véritable dématérialisation de l'œuvre d'art. Kosuth postule, lui, que l'art est la définition de l'art, reprenant au passage la formule de Paul Valéry, le seul réel dans l'art, c'est l'art. Et il ajoute, les propositions de l'art n'ont pas un caractère de fait, mais un caractère de langage. Pourtant, même si le postulat est la disparition de l'objet au profit d'une proposition écrite non contraignante, les réalisations conceptuelles ne sont pas si dématérialisées. L'œuvre, notamment pour les tenants du land art, comme nous l'avons vu il y a 2 semaines, donne souvent lieu à de véritables pièces, telles Spiral Jetty de Robert Simpson. Une œuvre d'art conceptuelle peut s'incarner dans une sculpture, une installation éphémère, mais elle peut aussi n'exister que sous la forme de photographies, de publications, de vidéos et de films qui tous documentent une activité particulière comme la performance. La plupart des artistes dits conceptuels ont en commun de dresser une critique de la circulation de l'œuvre et de la spéculation dont elle est l'objet dans le système marchand.
D'une certaine manière, l'art conceptuel remet en cause le statut de créateur et s'inscrit ainsi en contrepoint de l'émergence des revendications civiques, lutte pour les droits civiques ou naissance du féminisme. En Europe, les Becher, Buren ou encore Art and Language ont été assimilés à l'art conceptuel, bien que leurs œuvres, à la différence de celles d'artistes américains, dépassent le strict cadre d'un art autoréférentiel et héroïque. Nous vous parlerons bientôt de Marcel Brotards, 1924-1976, pour nous l'un des artistes majeurs de cette tendance, dont l'intense ironie perturbe encore aujourd'hui les spectateurs de son travail. Ouais. Voilà, merci Piquécou. Alors on mettra un lien vers l'art conceptuel qui est toujours actif, qui a commencé donc comme elle l'a précisé, comme Piquécou l'a précisé au début de l'article, à la fin des années 60. On mettra un lien sur le blog de l'émission http://arracaille.blogspot.com. Mais tout à l'heure on reviendra à l'art critique qui est lié, on le verra, avec l'art conceptuel. Ouais. Non, mais en tout cas, ce qui ressort de ces textes ou de ces mouvements artistiques que révèlent ces textes, c'est que si on peut parfois être un petit peu, pas en désaccord, mais un petit peu fatigué de tous ces blablas sur l'art, etc. Oui, une cérébralisation complète comme ça, oui. Malgré tout ça, ils ont quand même largement ouvert les frontières de l'art, quoi. Maintenant, il y a plus, rien n'est interdit, quoi. On sent qu'on peut vraiment aller où on veut et que ça. Voilà, toujours, exactement. On a quitté l'objet pur et dur. Voilà, ça, c'est clair. Ouais. Merci à eux pour ça. Oui, tout à fait, Jean. Et ça, c'est encore une fois dans ces textes qu'on vous lit le mardi. Je pense que ça peut vraiment aider beaucoup d'auditeurs et même des gens qui sont dans ce studio à regarder l'art contemporain différemment. Alors c'était un extrait du Ready-Made de l'Eratum musical écrit par Marcel Duchamp. Donc le texte d'Eratum musical s'appelle EM1, ce qui est la définition du verbe imprimer, et normalement donc il doit se répéter 3 fois par 3 personnes sur 3 partitions différentes, composées de notes tirées au sort dans un chapeau. Et si on disait que le Ready-Made permet de comprendre la musique de Duchamp comme l'expérimentation d'une nouvelle forme de musique où la pensée prime sur l'acte. Merci, Piquéco. Très bien. Là, on est au top. On pense qu'on va faire une nouvelle émission. On va proposer ça au secrétariat.
l'étude de la musique de Duchamp. Ouais, c'est Epsilonia, ils doivent être verts, là. Ah, ils sont verts, je suis sûr. Là, ils vont peut-être nous accuser même de plagiat. Bah, c'est possible. C'est possible. Ouais. C'était, alors merci mon Jean de nous foutre dans la merde une fois de plus. Et merci Piquicou d'y participer avec autant d'énergie sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui ose tout. Accueille la 150e avec Piquicou qui est morte de rire dans la régie parce qu'elle nous en a trouvé une bien bonne. Jean qui a l'air mais elle aurait pu aller plus loin. Hein. Elle aurait pu aller plus ça dure, Piquicou? Ça dure 8 minutes 30 le morceau normalement. Voilà. Elle nous en a passé qu'1 minute 30. Là, on perdait tous nos auditeurs. Je vais terminer la prochaine fois. Non, ça me paraît excessif de dire ça. Voilà. Bon, on va maintenant parler des nouvelles figurations. Ah, oui. Là aussi, c'est depuis la fin des années 60, hein, mais c'est toi qui t'y colles, mon cher Robert. Bien sûr, moi j'en remercie beaucoup pour ce petit cadeau. C'est celui que t'as trouvé le moins pire, j'imagine, des papiers d'aujourd'hui. Oh, pas du tout. Non, mais pas du tout. Mais non, mon Jean, il faut quand même que tu prennes un peu plus d'assurance, que tu crois un peu plus en toi. Enfin, écoute, moi je les trouve excellents tous ces papiers, mais il y en a, je me sens plus en affinité ou moins fielleux qu'avec d'autres. Voilà, c'est tout. Voilà. L'histoire de l'art, contrairement à moi, ressemble au plan d'une mégalopole. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Ça m'a vraiment fait, tu vois, quand j'ai vu ça, au plan d'une mégalopole, j'ai dit, toi, tu ressembles plutôt aux prisons de Piranèse, tu vois? C'est dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Et là, c'est grandes artères, la mégalopole. C'est rues adjacentes, c'est coins sombres. Ça, c'est vraiment ça, je trouve que ces deux premières lignes, on n'aura pas besoin d'en dire plus. Au milieu des années 1960, un bon cru, une nouvelle abstraction qualifiée d'art minimal. On en parlera une autre fois. Ouais, ça on peut en parler un maximum. Ce sera pas toi. Non. S'impose. Ah non, mais l'art minimal, non, mais j'ai beaucoup côtoyé à un moment, ça m'intéressait. S'impose dans les principales avenues des capitales artistiques. Ça, les capitales artistiques. Enfin bon. C'est dans ce contexte que travaillent un certain nombre de peintres attachés à une expression reconnaissable de la réalité et témoignent, à l'instar des artistes pop, de l'impact exercé sur eux par les médias. Oui, ça, pour pas être impacté par les médias, faut être sourd, aveugle et unijambiste. Chroniqueur prolifique des événements de son temps, Hérault emplit la surface d'une multitude d'images d'un même objet. Victuailles de supermarché, machines volantes ou bancs de poissons. À Paris, il côtoie des peintres qui posent comme lui un regard extrêmement critique sur la société et prennent parti dans les conflits de leur époque. Eduardo Arroyo stigmatise l'Espagne franquiste. Jacques Monory, explore l'univers des films de série B. Oui, c'est aussi passionnant. Bernard Rancillac dynamite les stéréotypes du roman photo et de la publicité. De son côté, Alain Jacquet revisite les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art en jouant avec le grossissement de la trame photographique. C'est d'un ennui. Tandis que Malcolm Morley reproduit avec une exactitude hyper réaliste des cartes postales, des affiches touristiques et des tableaux de maître. On est loin de Soutine, là, les gars. Je veux dire, là, on est dans le bien rangé. On n'est pas non plus à l'opposé, on est ailleurs. Ailleurs, complètement. Complètement ailleurs. Le Suédois Oyvind Falstam, mais ils sont des blazes. Falstam, ou l'Américain Peter Saul, développe également, en marge du pop art, une œuvre politiquement engagée, nourrie de culture populaire. Oui, ça, c'est peut-être un peu plus rigolo. Une nouvelle vague de peinture figurative traverse la scène internationale de l'art au début des années 80. En Allemagne, avec les nouveaux fauves. Alors là, oui, ça c'est déjà plus intéressant. Avec George Baselitz, Markus Lüpertz, Jacques Immendorf. Et aux États-Unis, avec Julian Schnabel. Ouais, c'est du gros poisson. Eric Fischl, David Seil, en Italie avec la Transavanguardia Sandro Chia, Francesco Clément. En France, alors là, on devient un peu plus triste. En France, avec la figuration libre, ça devient même très triste. Les Français, Robert Combas, c'est le plus triste. Hein. Hervé Di Rosa, l'art modeste, c'est quand même un petit peu plus... Et puis, moins triste, là, mais vraiment moins triste, je dirais que c'est le moins triste de tous. Gérard Garousse, qui est carrément effrayant, mais
c'est quand même de la grande peinture. Ou encore Jean-Charles Blay. La fin de l'interdit de la figure, qui marque l'ère post-moderne plutôt que l'époque, renouvelle aussi le domaine de la sculpture où se distingue, outre l'anglais Barry Flanagan et les français Alain Séchasse et Xavier Veillant, que je ne connais pas du tout. Alain Séchasse, tu vois, non, ça, j'aurais dit. Alain Séchasse. Ouais, et Xavier Veillant. Ça, alors, vraiment, et tu vas t'en occuper dès que tu seras rentré chez toi. J'ai vraiment des lacunes. Nous verrons dans le détail certaines de ces mouvances une autre fois, mais la figuration libre, par exemple, est baptisée ainsi en 1981 par le plasticien niçois Ben. Une vieille connaissance à toi. Oui, non, lui, il me... Bon, bref, à l'occasion de l'exposition Finir en beauté, il aurait dû finir en beauté. Malheureusement. Mais non, il est toujours là. Oui, cette dernière... À nous gonfler. Avec ses graffitis. Oh putain. Avec ses pensums en blanc sur fond noir. Non, mais arrête, parce que là, je pense que je vais finir. C'est un artiste qui est en même temps capable de se renouveler. Je pense que... je le vois bien finir sa carrière avec des graffitis noirs sur fond blanc, non? Ah oui, mon genre, non, mais tu m'as fait peur. Non, il y a des mecs qui ont un courage comme ça, prendre le contre-pied complet de leur fonds de commerce. Oui, tout à fait. C'est pas donné à tout le monde. Ah non. Ben, vas-y mon pote. Bon. Cette dernière réunit des artistes appelés à presque aussitôt se répartir en deux groupes. Celui de la figuration libre populaire, que Di Rosa depuis rebaptisé justement l'art modeste, et celui de la figuration savante. Garouste, par exemple, on peut le qualifier de figuratif savant. Oui. C'est vrai que ça fait des références à tout un tas de choses. Oui, bien sûr. Oui. Les diverses manifestations de la figuration libre sont fondées sur le refus de l'abstraction. Non que les formes abstraites soient rejetées pour elles-mêmes, mais l'absence de tout message autre qu'esthétique indispose, au seuil des années 80, de nombreux artistes. Oui, En même temps, la peinture, c'est pas l'anecdote. Il nous avait dit que c'était le papier qui provoquait chez lui le moins de fiel. Je rappelle quand même. Oui. Je sais pas ce que ça aurait été les deux autres, mais. Oui. Les premiers puisent leur inspiration dans la publicité, le rock ou la télévision, élaborent une sorte de monstrueuse bande dessinée qui traque impitoyablement les désordres, notamment sexuels, dans la société de consommation. Je vois pas ce que la sexualité a désordonné. Bref. Il n'a pas été simple, mais brillante. Oui, là, peut-être pour Garouste, mais les autres, je crois pas, non. Le dessin cerné lourdement, très noir, oui, on peut insister sur lourdement. La surface totalement investie au besoin par des mots. Oui, là, le lourdement au trait noir vient peut-être aussi du fait que beaucoup de ces peintres sont issus de la bande dessinée. Ils sont d'abord passés par la BD. Bien sûr, ouais. Ouais, et puis le besoin de boucher par des mots. Là, le premier, par exemple, la première fois que j'ai vu un travail de Di Rosa, c'était dans Charlie Mensuel. Ouais. Et je me rappelle très bien qu'il était dirigé à l'époque par Wolinski. Et Wolinski, a publié les planches parce qu'elles étaient vraiment magnifiques, de Di Rosa. C'était des bandes dessinées, donc. De Di Rosa ou de Combas? De Di Rosa. Di Rosa. Ouais, Di Rosa, les premiers travaux que j'ai vus de lui, c'était dans Charlie Mensuel. C'était plusieurs planches de bandes dessinées. Et je me rappelle que Wolinski lui a dit, je te publie tes planches parce qu'elles sont magnifiques, mais mon gars, t'es pas un dessinateur de BD, t'es un peintre. Faut que t'assumes, quoi. Et il a assumé. Ouais, tout à fait. Non, mais le cas Di Rosa, c'est quand même différent. Il est vraiment à part. Puis c'est un mec qui part dans des pays comme le Vietnam, qui va en Afrique, dans plein de bleds, qui travaille avec les artisans, qui utilisent leurs matériaux, etc. Il fait vraiment un travail. Je désespère pas de le faire venir d'ailleurs, donc vas-y, mollo sur lui. Moi, j'ai vu à Avignon, il y avait un mec, c'était un lithographe ou un mec qui imprimait des affiches ou des choses comme ça pour les artistes, qui a fait une exposition de Di Rosa, justement. Il revenait du Vietnam et c'était des linogravures qui étaient sublèmes. Bon, superbe. Là, je m'étais dit, tiens, c'est pas tout à fait le... Ah non, c'est pas n'importe qui. Non, ça, pas c'est du sûr. tout. Non. Voilà, les seconds font appel à un propos culturel moins immédiat. Là, on était resté à Di Rosa, à Combas, etc. Et les seconds font
font appel à un propos culturel moins immédiat, celui de la mythologie ou de l'histoire des arts. Ça serait plutôt Garouste. Leur métier est plus sûr et leur support plus traditionnel. Le plus intéressant dans un cas comme dans l'autre demeure le caractère jubilatoire de cette liberté plastique relativement à la rigueur toujours plus intellectuelle de l'abstraction géométrique. Ouais, c'est vrai que en face de l'abstraction géométrique, c'est quand même un petit peu plus excitant. Alors, on a pris un grand bol d'air quand même. Ouais, quand tout à fait. moi, je te donne mon sentiment. Ah non, mais je suis d'accord. Quand j'ai vu arriver ça au début des années 80, hein. Non, mais j'avais vu une exposition justement Tirosa, c'était à Cavaillon, ça me paraît rigolo, la patrie du melon, mais enfin, il y avait une belle exposition où il avait complètement investi c'est un théâtre national qu'il avait investi, une scène nationale. Et il avait travaillé le sol avec des flèches, des choses comme ça. Il y avait des grandes fresques, c'était passionnant. C'était vraiment c'est quelqu'un qui se contente pas, c'est facile de dire de se contenter, comme dit Rosa, de peinturer des formats, mais il peut vraiment investir des lieux. C'est un artiste intéressant. Bien. Merci mon Jean pour ce papier. Voilà.
C'était Good Vibrations, interprété par Brian Wilson, le chanteur des Beach Boys, dont Robert Combas dit être son grand inspirateur. Enfin, il s'est vraiment inspiré de Brian Wilson. Ouais, et s'il était inspiré de lui, ça pourrait être bien pour sa santé. C'est le génie des Beach Boys. Je crois pas d'ailleurs que ce soit lui qui chante, Brian Wilson. Je crois que c'était Mike Love, mais à vérifier. Il a complètement dévissé ce pauvre Brian Wilson. Ouais. L'abus peut-être de certaines substances, comme Robert Combas. Oui. On l'aurait récupéré ces dernières années. On se demande bien comment, parce qu'il était arrivé vraiment. C'était devenu un légume, mais il était soigné. Il sortait plus du HP, quoi. Mais enfin là, apparemment, il a recommencé à créer. Bonne chance. On est tout cœur avec toi, Brian. Pas de souci. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, vous voyez, nous, on a pas besoin de la voix, il a quoi. Enfin bon, Arakaï, la 150e, avec Piquécou, toujours aussi. Enfin, elle a l'air de s'éclater dans la régie, en tout cas. Et nous, on s'éclate en studio parce qu'elle nous a vraiment fait une bande-son, particulièrement aujourd'hui, je trouve. Elle s'est bien amusée. Bon, ça, en Italie, elle a probablement pris des forces. Enfin bon. Ceci dit, l'émission de la semaine dernière où tu étais tout seul, j'ai quand même un petit peu reconnu sa patte. Est-ce qu'elle... oui, elle avait fait le choix musical aussi, bien sûr. Oui, bon, genre, pas moi, quand même. Enfin, faut pas rêver non plus. Non, mais mon Jean, n'essaye pas de tergiverser. T'as ton petit texte à lire, là, mon Jean. Voilà, là c'est plus qu'une tendance, c'est plutôt une notion, on va dire. L'art critique, parce que ça regroupe tout un tas d'artistes. On va le voir plus loin: Beuys, Bruderhertz, Buren, Clark, Graham, Nauman, Jeff Wall. Tout ça, ce sont des artistes qui peuvent se revendiquer de l'art critique. C'est devenu ces derniers temps évidemment un lieu commun des discours sur l'art contemporain, au point qu'on ne sait plus d'ailleurs très bien aujourd'hui ce que recouvre exactement ce terme. L'art critique serait donc, on va dire, globalement un art qui conteste l'ordre établi. Dans ce sens, évidemment, on pourrait facilement accoler cette étiquette à la quasi-totalité des productions contemporaines. Eh bien, pas du tout. Voilà. L'art critique n'est ni un mouvement, comme je l'ai dit, ni même une appellation, ni même à proprement parler une tendance. Le mot critique désigne expressément un processus d'analyse, puis de jugement, généralement tourné vers les structures mêmes de notre société. Ce que l'on nomme art critique intervient dans un contexte de crise et s'exprime par la subversion, l'humour, la parodie et l'ironie. On peut distinguer alors trois types principaux d'art critique. Le premier cherche à mettre en crise les institutions et le système artistique, tu en seras d'accord, mon Robert, en s'attaquant de manière radicale à ce qui conditionne la production, la médiation et l'achat d'une œuvre d'art. Daniel Buren ou Marcel Broutars, je sais pas, Broutars tout à l'heure. Je lui fais plus confiance qu'à moi. Sont sans doute les deux artistes qui ont poussé le plus loin cette logique. On reviendra au second dans une autre émission parce que c'est vraiment un artiste contemporain. Enfin, il est mort en 1976, mais tout à fait passionnant. Le second type d'art critique amplifie diverses formes de contestation sociale. Parmi les artistes que l'on peut regrouper dans cette catégorie, citons d'abord l'incontournable Joseph Beuys, qui a été plusieurs fois à l'honneur de Arakaï, mais aussi Hans Hacke, Oyvind Fallstream. Je comprends pourquoi t'as pas choisi celui-là. David Goldblatt, Alfredo Jarre, The Hadas Group, ou encore Thomas Hirschhorn. Rappelons que Beuys, grâce à une pratique mêlant mythologie personnelle et activité chamanique, n'a eu de cesse de convoquer, on peut vraiment dire ça comme ça, l'idée d'une sculpture sociale. Je rappelle le grand truc de Beuys, tout homme est un artiste. Tous ces artistes considèrent que leurs œuvres performances, aussi bien performances qu'installations, photographie, film ou vidéo, sont le résultat d'un processus de brouillage entre une histoire collective, l'information qui en découle et leur expérience personnelle. Avant de s'annoncer en tant qu'œuvre, les pièces s'offrent comme des expériences.
Ce même principe est à l'œuvre dans la troisième forme d'art critique. Celle-ci, en étudiant les fondements de l'individualité face aux processus sociaux, se veut une remise en cause structurelle de l'être humain. Gordon Matta Clark, Bruce Nauman ou Dan Graham sont les plus connus de ce groupe. Dans Suburban House, réalisé en 1978, Graham transforme la façade d'un pavillon en vitrine, ouvrant ainsi l'espace privé au regard de tous. Par ce geste, il démontre la totale dépréciation de la sphère de l'intime, attribut naturel de la société patriarcale, au profit d'une esthétisation de l'espace public. Dans un autre registre, l'artiste brésilienne Ligia Clark, avec ses objets thérapeutiques, propose un ensemble d'expériences fondées sur la sensation et l'interprétation des émotions pour se libérer de modes de vie normatifs. Aujourd'hui, l'art critique peut aussi bien être repéré dans les images de Jeff Wall, tu connais les photographies, non? Non, mon Jean. Non. Que dans la production de Mike Kelly, de certains photographes allemands, ou dans les vidéos de Doug Atken. Comme le déclare l'artiste Tony Smith à propos de ses propres sculptures, elles sont noires et probablement malfaisantes. L'organisme social ne peut les assimiler que dans ces espaces abandonnés, dans ces terrains vagues aux franges incertaines de son territoire. Voilà. Ouais. Un lien sur le blog de l'émission vers la notion d'art critique, http://arakai.blogspot.com. Ouais, que je me disais, mon Jean, que... En tes intérieurs humides, comme tu aimes à le répéter. Après ces 3 papiers sur la figuration, sur l'art critique, la figuration et le conceptuel, ça donne, tu sais, c'est comme quand t'as trop bouffé et de bidoche et puis qu'après tu rêves de salade, quoi, tu vois. Voilà, la réflexion que je me faisais, je me fais des réflexions parfois, je ferais mieux de pas m'en faire d'ailleurs, c'est que ça donne l'envie de revenir à des choses simples, tu sais, de tailler dans un bout de bois avec un ciseau ébréché, de travailler avec des ocres avec la main sur un bout de papier ou n'importe quoi. Toi, de revenir, c'est à des choses plus sensibles, plus, je sais pas comment dire. Eh ben, écoute, on en fera une autre alors. Ouais. Parce que si ça peut te permettre de... Non, mais c'est tellement, d'une certaine manière, oui, tellement prise de tête. Tu vois, quand on fait attention, en tout cas, au texte, qu'à un moment, c'est l'overdose. Tu vois, ouais. c'est pas tes papiers qui sont l'overdose, mais tous ces mouvements qui s'enchevêtrent, tu vois, c'est... J'avais prévu encore, en fait, de faire 2 émissions sur les diverses mouvances, tu vois, de l'art contemporain, mais on peut aussi les étaler dans le temps. Ouais. Non, je dis c'est le... Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Je fais mon kéké, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Je le ressens exactement comme ça. J'ai envie, moi-même, ça raffermit mon envie de travailler d'une manière plus tripative. Voilà. Ça vient du Canada. Moi, je dis je, le roi des moules. Moi, tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue. Je manifeste manifestement au niveau de mer des moules. J'ai perdu le temps perdu. Je dis je, le roi des moules, la parole des moules. Au niveau de mer des moules, j'ai perdu le temps perdu manifestement. Je manifeste, je sociologue, je conserve, je tautologue. Tu dis tu. Moi, la moule des rois, je dis je. Moi, je dis je, moi. Moi, je dis je, le roi des moules. Moi, tu dis tu, je tautologue, je conserve, je sociologue, je tautologue, je conserve, je tautologue, je sociologue, manifestement. Alors, c'est un poème de Marcel Broutard, justement, qui s'appelle Ma rhétorique, qu'on pouvait entendre lors d'une exposition au Jeu de Paume. Et l'animal qu'on entend derrière, c'est une perruche. Une perruche. Une perruche.
bien. Robert était consterné. Hein. Et pourtant, on fera Marcel Mottars, tu verras, c'est un... Mais je vais attendre quelques semaines, je crois. Ouais. Non, mais j'avais regardé des photos de ces... T'as quand même parlé d'overdose, littéralement, donc... Non, Jean. On va y aller doucement. Hein. Non, mais j'avais regardé ses œuvres, justement, ces moules. Il y a une chose avec les moules qui est assez extraordinaire, une espèce de petite cocotte à moules. Mais alors, les moules, elles dépassent. Puis avec le couvercle en haut, c'est assez génial. Ouais. Moi, ça a été ma porte d'entrée. Marcel. Ouais. Le bon Marcel a été ma porte d'entrée, tu vois, dans l'art contemporain. Le problème, c'est qu'il a aussi été la porte de sortie. Et que j'étais dehors 5 minutes après. Ouais. Là, je reconnais bien ton addiction aux moules. Et est-ce qu'il y a une musique maintenant ou Non, les expos, voilà. Ouais, les expos directs. Par contre, oui, il y aura une petite musique entre les expos et les annonces trad des bonnes œuvres de l'AFA. Heureusement que c'est Robert qui fait le script. Oh, ça va. Oh, là, il y a comme une... Il y a la fronde. C'est une flèche. A-t-elle atteint son but? Oui, j'ai l'impression. La première, c'est Marc Renet, Fenêtre sur paysage. Ça, c'est à l'espace Univers, 6 bis, Cité de l'ameublement de le 11e arrondissement de Paris. Hein. Et c'est valable jusqu'au 30-06, donc le 30 juin 2012. Pour ceux qui doutent, hein, mais tu m'as parlé aussi d'un peintre espagnol au Petit Palais, je vais me renseigner. Pour ceux qui doutent que l'on puisse encore faire de la peinture aujourd'hui, hein, et là tu parlais de quelque chose de tripatif, tu pourrais voir ça. Et pourtant on est tout proche de l'abstraction, mais tu verras. Plus que des représentations inspirées par la nature, les paysages de Marc Renet, ces lieux de fragilité mimétique, hein, sont avant tout des plages de couleurs légères, hein, un rideau semi-transparent qui s'étale sur la surface de la toile de bord à bord. Hein. Ça et là, une branche nue, sans feuilles, et comme le souvenir d'une forêt ou d'un sous-bois lointain, hein, qu'on aperçoit parfois au fond d'un tableau. Ces paysages ne seraient-ils pas des paysages d'intérieur, hein, à la figure absente? Le vin au Moyen-Âge. Ah, oui. Pour moi, encore plus intéressant. Oh oui, mais ça, tu n'en douteras pas une seconde. Oh non, je participe à Donf. Oui, à la tour Jean sans peur, ça c'est 20 rue Étienne Marcel dans le 2e arrondissement de Paris, et ça c'est valable jusqu'au 11 novembre. Alors vous avez le temps, mais allez-y. Hein. Vous pouvez même y aller plusieurs fois. Oh oui. Le Moyen-Âge, en fait, est la période de la plus grande extension jamais atteinte par la vigne. Ouais, tu savais ça? Oui, il y en avait même en Angleterre. Ils faisaient du pinard en Angleterre. Tu vois, les abbayes anglaises, il y avait de la vigne aussi. Ouais, tout à fait. Tu vois. Si l'essor de la vigne fut avant tout provoqué par le besoin de vin de messe, hein, je suis désolé de vous décevoir tous, hein, il ne faut pas oublier que cette boisson était plus saine que l'eau. Hein. Bah oui. Très souvent polluée. C'est même peut-être une des plus qu'avant le vin de messe, c'est peut-être une des raisons, hein, de l'extension de la vigne. Ouais, tout à fait. L'exposition décrit sa fabrication et son usage dans la vie courante, hein, que ce soit dans la cuisine ou comme médicament. Hein. Sa conservation requiert à l'époque des tonneaux de 400 à 800 litres, hein, dans de larges caves ou celliers, hein, mais il vieillit généralement mal, hein, et doit être consommé dans l'année. Il y a un problème de bouchage aussi. Hein. Le bouchon date pas de si longtemps que ça. Hein. Tu sais à peu près de quand? Ouais, je le sais. Tu te rends compte? Tu sais, c'est un abbé qui a créé le bouchon, qui a utilisé le bouchon de liège pour la première fois. Quand même, ça peut servir. Hein. Et tu sais pour boucher quoi c'était? Non. Du champagne. Du vin mousseux. Et comment il s'appelait cet abbé? Je sais pas. Dom Pérignon. Ah, c'était Dom Pérignon. Eh oui. Alors je dirais qu'on est dans les années 1713. Ouais. Comme ça. D'accord. Mais ça, je peux me gourer. Hein. 1713, je fais ça. Ouais, 1713, mois de... Non, je déconne. Non, mais 1713. En fait, avant, c'était des chevilles de bois qui étaient plantées dans les bouteilles, comme ça. Et puis, il y avait un cachet de cire par-dessus. Voilà. Mais ça conserve moins bien le vin, puisqu'en fait, il a besoin de respirer. Bien sûr. Et ce que permet le bouchon de liège. Hein. C'est au XIIIe siècle en fait que la production de vin rouge devient majoritaire. Hein. Jusque-là, c'était du vin blanc. Il est conseillé aux personnes âgées. Le vin et le lait des vieillards. C'est pas beau ça, hein, c'est sûr. Et certains médecins, ça c'était à l'époque où ils savaient vivre, suggèrent de s'enivrer au moins 1 à 2 fois par mois. Hein. Ça tombe sous le sens. Pour combattre les infections et les fortes douleurs. Bah tiens.
Bon, 1 ou 2 fois par jour, c'est pas interdit, hein. Non plus. Bon. Non. Étant au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, étant associé au sang. L'important, c'est de manger en même temps. Ouais. Sinon, les dégâts sont irréversibles. Ouais. Étant associé au sang, il est recommandé après les saignées, les blessures ou même les accouchements. Enfin, c'est plus fort. Bon. Non. À cette époque, il existe environ 700 tavernes à Paris. Le prix du vin est fixe et sa qualité contrôlée. Des crieurs attirent le passant devant les auberges, carrément. La dose quotidienne est de 2 litres par jour, mais d'un vin à 8 degrés maximum. Ça n'a rien à voir avec le vin qu'on fait aujourd'hui. La règle de Saint-Benoît avait pourtant limité à 1 demi-litre la quantité quotidienne de vin au XIe siècle, mais elle passera à 3 litres au XIVe. Certains rois étant de gros buveurs. Eh ben oui, il faut... Exemple. Comme le disait ma propre grand-mère, Robert, écoute ça bien. Je l'ai lu déjà. Bois du vin, ça te donnera du sang. Oui. Voilà. Mon père pourrait t'en parler. Oui. Il reviendra nous en parler. Oui. Voilà. Mais excellent. C'était Au vin aux vignes, interprété par Lamorache et Julien Sconron. Donc c'est extrait d'un CD qui s'appelle Éloge du vin de Rabelais à Henri IV. Merci beaucoup, Piquet-Cou, mon Jean. Superbe, c'était. Oui, c'est vrai, c'était superbe. Et là, ça donne un petit manque de chenin, tu vois. Je ne vais pas dire, c'est pas. Non, tu vois, comme quoi, moi, j'aurais plutôt pris un petit Marcelan là-dessus. Tu vois. Marcelan à 14. Un vin un peu capiteux, tu vois, qui te monte tout de suite au cerveau. Tu vois aucun doute. Et là, c'est vraiment les anges qui chantent, quoi. Oui, tout à fait. Bon. Allez, à toi. Bon. On va faire chanter les anges de la Fédération anarchiste, les 3 œuvres principales. Il y en a d'autres, mais bon, on s'attarde aux 3 œuvres principales. La radio, notre radio, que vous écoutez en ce moment, qui use, comme vous commencez à savoir, mais ça fait rien. Il faut poursuivre l'œuvre d'information qui utilise un matériel high-tech, comme on dit. Dans les endroits branchouilles et qui est fragile parce que plus c'est, vous voyez, quand ça marchait avec des bœufs, des ânes ou des chevaux ou des mulets, voilà, c'était solide, ça durait, etc. Maintenant avec l'électronique et tous ces machins, c'est des petites choses fragiles. Donc on a besoin de vérifier le matériel, de changer, il y a de la maintenance et ça coûte de l'argent. Vous y attendiez pas celle-là. Et de l'argent, ça peut se traduire par une carte d'auditeur pour en récolter. Une carte d'auditeur de 20 € que vous pouvez retirer à la librairie Publico. Et voilà, vous donnez 20 € ou plus si vous êtes très généreux ou si vous en avez les moyens. Et puis Laurent ou Max, nos 2 joyeux libraires, vous remettent donc la carte d'auditeur. Et avec ça, nous, on peut continuer à assurer une diffusion audible de nos émissions. Et puis aussi, il y a une souscription, je crois, vous pouvez devenir ami de Radio Libertaire et verser 5 € par mois qui vous sont retirés sur votre compte bancaire quand vous en avez un. Voilà.
Et puis aussi, la librairie Publico, le donc est un peu de trop, mais il faut faire des liaisons, et parfois ça sert bien d'avoir le donc à sa disposition. Librairie Publico, où Laurent et Max, nos deux valeureux et joyeux libraires, et optimistes libraires, parce qu'il faut avoir de l'optimisme pour être libraire par les temps qui courent, surtout dans une librairie militante comme celle-là, un haut lieu de l'anarchie parisienne, où il se passe des tas de choses, il y a des spectacles, il y a des conférences, en général le vendredi dans la soirée à partir de 18h30. Et c'est pas une librairie qui vend seulement des livres, qui vend seulement des disques, des DVD, des sweatshirts, des t-shirts, de la presse révolutionnaire et des livres aussi militants ou de littérature générale. C'est aussi une librairie qui propose des rencontres avec des écrivains, avec des cinéastes, avec des théâtreux, avec des poètes, avec des artistes. Il y a des expositions de peinture, de dessin à la librairie Publico, 145 rue Amelot à Paris, dans le 11e métro Aubert-Canfi du Calvaire République. Non, mais c'est bien d'y aller, parce que là, en même temps, vous avez le Monde Libertaire en dépôt de presse. Et le Monde Libertaire, le magazine de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mètres, sans pub, qui paraît sans Dieu, sans mètres profond. Mais peut-être, oui, sans vous le mettre. Ah, comment tu dis, Jean? Sans Dieu, sans mètres profond. Sans mètres profond, là, c'est de mon genre. Hein. Je dirais, non, mais quand même. La légèreté habituelle. Vous verriez sa tête, hein, elle dépasse ses cheveux. Hein. Et ben, mon Jean, il a dit 100 mètres profond. Et je trouve que c'est très juste, en même temps. le Monde Libertaire, qui paraît donc tous les mercredis, je crois que je suis arrivé à la bonne date, là. Parce que je suis passé du mardi, le jeudi, le samedi, ça. Je crois que c'est le mercredi, en fin de compte. Et le Monde Libertaire, auquel vous pouvez vous abonner à la librairie Publico. Vous vous informez auprès de Laurent ou de Max, et ils vous donneront un petit formulaire à remplir, vous diront toute la paperasse qu'il faut pour s'abonner, et puis vous aurez enfin dans votre boîte aux lettres des dates un petit peu imprécises, parce que moi, comme abonné, je peux vous dire que je le reçois aussi bien le jeudi que le vendredi, que le samedi, que le dimanche ou que le lundi. Enfin, le dimanche, non, je crois que le dimanche, il y a votre courrier, mais le lundi, oui. Enfin, le Monde Libertaire, ça fait rien, vous l'attendez, vous êtes impatient, vous allez le recevoir. Le Monde Libertaire. Voilà, il y a des articles aussi de fond, comme il y a à la librairie Publico, il y a la littérature générale, il y a des articles aussi qui traitent un peu de tout, c'est un peu éclectique. Et puis il y a des articles militants, et puis on a des plumes, quand même, il y a Rafjus, il y a qui comment cet écolo là ou machin qui écrit dans le Monde Libertaire là, le lait, Tertrais. Jean-Pierre Tertrais, voilà. Oui, je suis pas très fort pour les noms propres. Le lait, c'était celui, tu sais, qui voulait donner un temps de cerveau disponible aux annonceurs. C'est ça, oui, voilà, le lait. Ah oui, pas exactement le même. On va dire qu'il est dans le camp d'en face. Il est dans le camp d'en face, oui. Excusez de la méprise, hein, que les purs et durs de la FA oublient tout de suite ce que je viens de raconter. Parce que je vais finir branché, moi, à place de la Bastille. Enfin bon. Et puis un gratuit aussi que vous pouvez trouver dans votre laverie automatique ou dans le bistrot du coin, si c'est pas un bistrot pour les beaufs du FN. Il y en a beaucoup de bistrots qui sont peuplés par les beaufs du FN. Ou alors, vous pouvez le trouver aussi dans les transports publics, par exemple, au hasard, hein, le mardi matin, entre Nation et entre Château de Vincennes et Nation sur la 1, et Nation et Ménilmontant sur la 2. Et alors ça peut être en allant vers Ménilmontant, ou en revenant de Ménilmontant, ou en repartant vers Ménilmontant. Voilà, on va pas vous en dire plus. Bon, salut, c'est fini. Au revoir. Salut à tous. Au revoir, mon jeune homme. À moi, tout seul. Au revoir. Et on rappelle donc qu'il y a samedi 28 avril à 16h30, il y a une rencontre à Publico avec François Roux, une rencontre débat pour parler du livre « Auriez-vous crié à Hitler ?» Voilà. Alors, l'auriez-vous crié ? Sans hésiter. Merde, ça y est, on est cuit là. Alors là, on nous vire. Bon, enfin, on aura vécu des bons moments.
jolie charter.